Nous avons la présence de Gabriel Alperne, qui est docteur en philosophie. L'action de l'AFDU, c'est de favoriser la coopération et les échanges entre les acteurs de la fabrique de la ville. On passe notre vie à tout découper en morceaux et à tout ranger dans des cases. Et la ville, les territoires n'y échappent pas, ce qui peut malheureusement créer des silos et des fractures. Alors justement, ce soir, il s'agit d'hybrider, puisque finalement, chacun d'entre nous apporte une part, un petit morceau de puzzle, une part de vérité à cette grande idée qu'est la ville. Pendant l'expérience du confinement, nous avons tous commencé à voir notre logement un peu différemment. Et donc nos logements, eux aussi, doivent devenir de plus en plus modulaires et modulables. Merci, on commence avec l'Ampu. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle John Maximus. Est-ce que le logement est bien dans sa peau ? Imaginez un petit peu ce que pourrait dire le logement sur le divan de son psychanalyste urbain. Oh, moi, vous savez, j'en ai vu passer avec mon parcours habitanciel. Je suis un logement en 3 pièces au second étage d'une petite résidence. Et là, je suis tombé sur un duo. 2 étudiants qui m'ont pris en colocation. Je vous parle pas le bazar, mais j'étais dans un sale état. Mon propriétaire, n'ayant pas encore remboursé son premier emprunt, ne pouvait me faire un rafraîchissement. Il a donc décidé de baisser le loyer. Et c'est à ce moment-là que je me suis vu accueillir une famille de 7 personnes. J'ai commencé à somatiser, crise d'angoisse, dégâts des eaux, manque d'investissement, mais bref, tout le tralala, la descente aux enfers. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé insalubre. Avec nostalgie, je repense à l'époque où les habitants m'appelaient la maison. Je me sentais habité. Je crois que nous sommes en pleine crise de nerfs du logement. Une ville se doit d'être svelte, à taille humaine. Et que le logement est synonyme d'obésité, d'étalement urbain. Le logement semble être devenu le mal-aimé du corps urbain. Il va falloir absolument que l'AFDU s'empare de cette question, sortir de la planification urbaine pour entrer dans l'ère de la flexibilité urbaine, en espérant faire non plus du développement durable, mais au moins du développement potable. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous vous proposons dès ce soir que l'AFDU devienne la FDJ, Association française du déploiement joyeux. Il y a de plus en plus de projets de végétalisation dans les villes, au point où justement, la frontière entre ville et campagne est de plus en plus ténue et il nous faut tout réinventer. Je vais d'ailleurs faire un clin d'œil au collectif Platane qui a eu l'occasion d'organiser ce mur végétal. On ne sait pas s'il faut dire un termite ou une termite. Les termites sont toujours au pluriel. Les termites pondent, muent, pullulent et suscitent une certaine répulsion. Les termites ne bénéficient d'aucun genre assuré, comme si pour vivre dans une société si populeuse et si hiérarchisée, il valait mieux ne pas avoir de sexe. Termite. Les ouvriers et les soldats qui assurent la pérennité de la colonie sont donc aveugles et sexuellement neutres. La vue et le désir pourraient interférer et contredire l'intérêt collectif au profit de pulsions et curiosités tout à fait personnelles. La métamorphose a beau nous rassurer, elle n'ouvre pas forcément à une émancipation ou à un bel avenir. Par peur sans doute de découvrir chez les termites, comme ailleurs, des espaces de liberté, des projets alternatifs, des objecteurs de conscience. Les termites sont bien organisés. Ils agissent sans méchanceté, selon les dispositions ancestrales qui règlent la conservation de leur espèce. Notre cohabitation reste anxiogène. Les termites sont-elles des animaux nuisibles ? Nous sommes obligés, pour les repousser, de les détruire. Pourquoi les animaux sont-ils nuisibles ? Les termites aèrent les sols. Ils fertilisent les terres comme les vers.
Leur nuisance n'existe qu'au regard d'une société humaine concentrée dans les villes et polarisée sur les biens matériels. Pour qui les espèces nuisibles sont-elles nuisibles ? Mon objectif est de rappeler par quelques petits flashs quelques éléments de l'histoire de l'AFVN devenue l'AFDU. Les villes nouvelles, ce n'était pas quelque chose qui allait facilement être créé. Aujourd'hui, au bout de 50 ans, ces villes existent, mais hier, c'était un projet qui était très discuté. L'idée principale était de permettre l'échange entre les personnes, les organismes professionnels, les élus, l'administration, le public, le privé, mais nous ne construisons jamais rien au niveau de l'AFDU. 40 ans d'activité, donc ce sont des visites, des opérations en région, des visites d'équipements, des opérations qui étaient toutes d'initiatives tout à fait originales, et puis de très nombreux voyages à l'étranger qui ont commencé assez vite avec ce principe: être là où il faut être, là où personne ne va ou ne va pas encore. Et je résumerai en disant toujours la même devise: faire énormément, beaucoup avec peu. En changeant de nom, l'AFVN devenant l'AFDU montre que les villes nouvelles sont arrivées à une certaine maturité. On est passé de la zone d'agglomération nouvelle, la ZAN, au zéro artificialisation nette, la ZAN, avec la question: l'avenir, quel sera-t-il? Quelle démarche? Est-ce que ce sera simplement un avenir subi ou un avenir voulu, désiré, avec une prévision normative? On vous apprend rien, le monde de l'urbanisme se transforme. Et l'expansion qui paraissait sans fin voit finalement son horizon se rapprocher. Un basculement d'une forme d'abondance vers une autre. On n'a jamais eu autant de connaissances à disposition sur nos territoires, sur nos pratiques, sur nos aspirations et celles de nos concitoyens. L'avenir de l'urbanisme, c'est peut-être de renouveler nos pratiques. Ne plus seulement faire, mais aussi prendre le temps d'écouter et de regarder. Mais les 40 ans à venir, ça peut être aussi justement de la montée en puissance des invisibles. Le canevas de l'existant, c'est juste un énorme réservoir d'usage que vous pouvez utiliser et que vous pouvez avoir entre vos mains pour fabriquer la ville de demain. La première sphère d'inspiration, c'est le quartier. Mais on peut aussi s'intéresser aux interstices, aux espaces en friche. Laissons à l'urbain le temps de sa jachère, finalement. Oui, l'important aussi, c'est de tisser des liens entre présent, passé, futur. Là, de la FVN à la FDU, ça fait 40 ans que l'association, elle articule les manières de faire la ville. L'aménagement est mort. Vive l'aménagement. Merci beaucoup. On va faire une expérience qui est sonore pour décrypter et pour comprendre les mobilités et les déplacements. Mais en fait, ce soir, j'ai voulu que ce ne soit pas moi qui fasse le travail, mais que ce soit vous. On va partir dans 4 destinations mondiales et on va explorer 4 modes de déplacement. Essayez d'écouter et de deviner le mode de déplacement. Vous allez même imaginer le lieu. Ce que vous avez entendu, c'est un autobus électrique qui embarque ses voyageurs, ferme ses portes à San Sebastián. L'opérateur public de transport a entamé un vaste programme d'hybridation et d'électrification de sa flotte d'autobus. L'opérateur public a aussi un rang à tenir puisqu'il est un des réseaux les plus performants d'Espagne, avec près de 30 millions de voyageurs par an pour moins de 200 000 habitants. Camino al Cairo, Direcció Universitat Pau Sabatier. Ce que vous avez entendu, c'est un téléphérique qui embarque ses passagers, puis ferme ses portes avant de parcourir les quelques kilomètres qui séparent l'Oncopole et l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Certaines métropoles ont récemment fait le choix d'un mode aérien parce que rapide, silencieux, capacitaire. Pour les utilisateurs, c'est une manière ludique de prendre les transports publics avec vue et sans bruit. Un mode de déplacement qui a convaincu 1 million de voyageurs depuis son lancement.
Ce que vous avez entendu, ce sont les utilisateurs du parking vélo de la gare de Delft aux Pays-Bas. Ceux qui stationnent leur vélo et ceux qui traversent cet espace. Delft, ville néerlandaise d'à peine 100 000 âmes. Chaque jour, 40 000 voyageurs empruntent sa gare centrale. La moitié d'entre eux arrivent en vélo. Plus d'un tiers repart via ce mode de transport. Nous sommes à la sortie d'une école en plein centre de Barcelone. Une école où vous n'entendrez aucun bruit de voiture, puisqu'elle fait partie du programme Protegim les Escoles. L'idée, faire en sorte que les abords de plus de 200 établissements scolaires de la capitale catalane soient protégés du trafic automobile. Comment? En limitant sa vitesse, en régulant les accès, en créant ces espaces, c'est l'ensemble des habitants qui peuvent à nouveau profiter d'espaces publics moins bruyants, plus qualitatifs et plus paisibles. Un musée, c'est pas forcément un lieu clos d'exposition. Un musée, ça peut être la rue, un aéroport, une école. Et de la même manière, une gare n'est pas obligée d'être seulement une gare. Elle peut être mille autres choses au service des habitants, et là, en l'occurrence, au service de la démocratisation de l'accès à l'art. L'art est d'autant plus sacré qu'il est accessible au plus grand nombre. Donc, je suis Jeanne Varaldi, artiste plasticienne, urbaniste de formation, et donc tout à fait hybride. De toute façon, un artiste qui opère dans la ville est forcément un être hybride, un peu inclassable. Je m'appelle Paul, je suis architecte, mais c'est pas grave. Je suis également artiste, l'hybridation, la collusion entre différentes voix, l'entre-deux, c'est là où se mêlent les choses et c'est là où se créent les choses. Je suis l'auteur de l'œuf qui est là. L'œuf, c'est la première maison de la ville. Moi, j'aurais pris la ville à témoin. Sur la surface de cet œuf, on peut voir tous ces moulages de sol urbain. J'ai fait le trottoir pendant 40 ans pour m'intéresser à ces calligraphies du sol. Mon alibi est le voyage et la rencontre. Au-delà des œuvres produites, je pense qu'on a un message commun, un goût pour la ville, l'espace public et les rencontres que cela suscite. Les artistes ont un regard qui va vous permettre de changer de regard sur la ville. Les artistes tissent des liens, amènent un peu de poésie à l'espace public, à la ville. Le travail sur la ville donne de l'art donne de la ville. Un dernier mot, l'art est la mémoire de l'humanité. Depuis l'homme des cavernes jusqu'à ce jour, ce sont toujours ces traces artistiques, la peinture, la sculpture, la gravure, qui sont les signes d'humanité, à ne pas oublier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du grand architecte Friedensreich Hundertwasser, mais il avait l'habitude de dire que l'être humain a 5 peaux. La deuxième, ce sont ses vêtements. Et si l'on pense à la ville comme une peau, et si l'on pense à la ville comme un deuxième vêtement. On me demande d'ajouter un petit peu l'envers du décor. Les vêtements, en fait, tout est fait à base d'upcycling, c'est-à-dire que c'est des rouleaux d'invendus des maisons de couture. Je ne produis aucun tissu, tout est récupération. Fabriqué à Paris.